Avant de parler avec Renaud Lifshitz, chercheur en cybersécurité, premier français à avoir parlé dès 2011 en public de Bitcoin, faisons un mini point vocabulaire et explications compliquées qui demandent un tout petit peu de concentration, au moins autant pour moi que pour vous. Le Bitcoin, c'est donc la crypto-monnaie la plus connue actuellement, mais il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on crée un Bitcoin? En le minant. Il existe du coup des mineurs de Bitcoin. Miner un Bitcoin, en fait, c'est valider une transaction réalisée en Bitcoin. Et pour la valider, cette transaction, on crypte des données. Et c'est quand cette transaction est enregistrée qu'elle est définitivement validée. Pour la valider, donc, les mineurs résolvent un problème mathématique qui demande une grosse puissance de calcul. Les mineurs les plus rapides reçoivent eux-mêmes alors des bitcoins. Aujourd'hui, en tant que particulier, résoudre ces problèmes mathématiques demande une telle puissance de calcul, c'est-à-dire une énergie telle que ça n'est plus rentable. La blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker tout l'historique d'échange d'une valeur. Ça peut être un bitcoin, mais ça peut aussi être autre chose. Ça le fait de manière sécurisée, transparente et collective. Quand c'est autre chose qu'un bitcoin, vous entendrez peut-être parler de token. Token, c'est le terme générique de ces actifs dont les échanges sont enregistrés sur une blockchain. Maintenant qu'on a éclairci un petit peu le terrain, parlons avec Renaud Lifshitz, pionnier dans le domaine des crypto-monnaies en France, mais aussi chercheur en cybersécurité. On commence par vérifier avec lui si ce qu'on dit sur la blockchain est vrai. Est-ce qu'elle est vraiment inviolable? Et si oui, comment interpréter des titres de presse comme « Des hackers nord-coréens utilisent Telegram pour dérober des bitcoins ». Alors ça peut paraître contradictoire, mais effectivement la plupart des blockchains bénéficient d'une excellente sécurité. Et effectivement, par exemple Bitcoin n'a jamais été réellement piraté. Quand on parle effectivement d'attaques, souvent il s'agit d'attaques soit sur des particuliers qui n'ont pas mis de mot de passe à leur portefeuille, soit sur des sites, des places de marché, c'est-à-dire des applications centralisées dans lesquelles les gens pouvaient dire moi je veux vendre ou moi je veux acheter. Et le point faible de la blockchain était bien là, c'était qu'on recrée en fait des places de marché centralisées, là où on a créé un réseau qui est décentralisé et normalement sans avoir besoin d'intermédiaires. Et c'est ça qui a été un petit peu, qui a introduit des fragilités sur les systèmes blockchain. D'accord. Donc maintenant, ce qui est en train de naître, ce sont des applications décentralisées sur la blockchain, où les applications elles-mêmes sont décentralisées et fonctionnent sans tiers de confiance. Autrement dit, il n'y a pas un unique hébergeur pour l'application, il n'y a pas un unique endroit où l'application tourne, elle va tourner sur tous les nœuds du réseau, donc sur tous les ordinateurs qui utilisent Bitcoin à la fois. Et donc, il est possible maintenant de développer des applications en fait qui n'ont pas de point unique de défaillance et qui sont extrêmement difficiles à attaquer. C'est comme si on avait 1000 forteresses au lieu d'une. La grande force des crypto-monnaies et donc du Bitcoin, c'est leur décentralisation, ce qui va justement à l'encontre de la définition que nous donne le dictionnaire d'une monnaie, c'est-à-dire le fait d'être émis, frappé même par un État qui est nécessairement centralisateur. Les États ont peur de perdre cette souveraineté qui consiste à frapper la monnaie et surtout de pouvoir agir sur la masse monétaire et de pouvoir agir sur la valeur de la monnaie, par exemple en changeant les taux d'intérêt. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, qui émet l'euro dans la zone euro, peut agir sur le taux d'intérêt pour accroître ou ralentir les flux monétaires en circulation et donc, on va dire, modérer le système financier ou le faire accélérer. Mais on voit qu'aujourd'hui, la monnaie est quand même dans une situation un petit peu délicate, parce que on a quelque chose d'inédit où on a des taux d'intérêt négatifs, beaucoup en Europe et aux États-Unis, où au final, il est moins cher d'emprunter de l'argent que de le laisser dormir sur un compte. Et ce système-là, il commence à être difficile à gérer. Et aujourd'hui, par exemple, la Fed, donc aux États-Unis, la Banque centrale américaine, émet pour réguler le système financier plusieurs centaines de milliards de dollars par mois pour arriver à réguler ce système qui est un petit peu à bout de souffle, en faillite et voilà, qui arrive un petit peu à bout de souffle. Et surtout, l'argent ne vaut de moins en moins quelque chose puisqu'il est émis vraiment en très grande quantité. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que la blockchain et le Bitcoin ou les monnaies virtuelles décentralisées représentent une menace pour l'État? C'est une menace pour l'État parce que l'État souhaite avoir le contrôle sur la masse monétaire et là, sur les crypto-monnaies, il ne peut pas. Parce que la masse monétaire, elle est fixée par un algorithme, donc par un programme qui tourne sur tous les ordinateurs et sur lequel elle n'a aucun pouvoir. L'État n'a aucun pouvoir de modifier
La masse monétaire de Bitcoin, par exemple, elle est fixée dès le début de Bitcoin. Et a priori, elle ne changera pas. Il n'y aura que 21 millions de bitcoins en circulation, pas un de plus. Et le rythme de fabrication de ces bitcoins est très précisément fixé dans le code, qui n'a pas bougé depuis ses débuts. Bitcoin est aujourd'hui 10 ans. Donc il n'y a pas de façon de changer cette masse monétaire. Donc il y en a 21 millions, point, c'est comme ça. Voilà, tout à fait. Et on reçoit à présent Clément Jeannot, cofondateur de Blockchain Partner. Bonjour Clément. Bonjour. En janvier 2018, au forum de Davos, Emmanuel Macron a parlé des crypto-monnaies, c'était il y a maintenant 2 ans, en des termes pas franchement élogieux. Il avait parlé du Bitcoin et des monnaies virtuelles comme faisant partie des acteurs les plus dérégulés et des régulateurs de tout le système, les plus agressifs sur les marchés financiers, capables de créer des crises. Et puis alors 1 an et demi plus tard, la France annonce qu'elle va créer sa propre monnaie virtuelle. Est-ce qu'il s'est passé des choses en 1 an et demi, en 18 mois, pour que le discours change du tout au tout ? Sur la déclaration de Bruno Le Maire selon laquelle une monnaie virtuelle serait à l'étude, en réalité, justement, il y a un quiproquo. Les médias ont titré une crypto-monnaie est à l'étude. En réalité, c'est pas du tout une crypto-monnaie, c'est une numérisation de l'euro. En fait, c'est complètement différent. La différence, c'est simple, c'est qu'une crypto-monnaie, ça repose sur la décentralisation. Il n'y a pas d'acteur qui contrôle, qui peut manipuler, qui peut imprimer de l'argent à foison, etc., etc. Et en fait, il y a donc un quiproquo là-dessus. Mais alors du coup, quand la Chine déclare vouloir créer une crypto-monnaie, c'est pas une crypto-monnaie non plus. C'est absolument pas une crypto-monnaie, c'est un abus de langage. En réalité, la Chine, et encore plus avec sa culture et sa façon d'agir, y compris dans le numérique, sa culture centralisatrice, ne va absolument pas vouloir perdre le contrôle sur une telle innovation. En réalité, par contre, si la Chine décide d'avancer de telle façon, c'est parce que Facebook veut lancer le Libra, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a des initiatives privées et peut-être demain publiques qui avancent, et donc ils ne veulent pas perdre le contrôle, ils ne veulent pas perdre leur souveraineté dans l'espace numérique. Et comment ils pourraient perdre leur souveraineté là-dessus ? C'est simplement avec l'émergence d'une monnaie numérique mondiale. Et alors justement, Libra, parlons-en, une monnaie numérique mondiale, c'est le but de Facebook, en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé. Et ça a bousculé pas mal un petit peu partout. C'est quoi les enjeux derrière Libra ? Alors, oui, effectivement, là-dessus, ce que je dis souvent, c'est que de la même façon, il y a un quiproquo. Facebook a annoncé Libra comme une monnaie par nature mondiale. En réalité, ce que je dis, c'est que c'est impossible que Facebook tienne sa promesse d'une monnaie ouverte à tous, pour une raison très simple. C'est que Facebook devra respecter les réglementations, et je n'imagine pas qu'ils ne les respectent pas. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu pour eux pour prendre des risques à ce niveau-là. Et donc, de facto, s'ils respectent les réglementations, concrètement, s'ils respectent les réglementations, par exemple, américaines, les pays ennemis, les entreprises ennemies, les individus déclarés comme ennemis ne pourront pas utiliser cette monnaie. Et donc, de facto, il y aura certaines frontières. Et c'est ça la grande différence par rapport aux crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, c'est que c'est des monnaies, en tout cas des actifs numériques qui sont ouverts à tous, sans distinction. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Ouvert à tous dans leur accès, ouvert à tous aussi dans le transfert, dans des pays où il y a des contrôles des capitaux. Eh bien, ça peut être intéressant justement pour transférer des capitaux librement, sans censure. Frontières. Voilà, exactement, sans frontières. Et en fait, la réglementation s'applique non pas en amont, comme dans le cas de Libra, mais en aval sur les acteurs qui utilisent ces monnaies-là. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est, nous, chez Blockchain Partner, on parle d'un triangle, en fait, de monnaies. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une opposition entre, d'un côté, des monnaies traditionnelles et d'un autre côté, des monnaies numériques. En réalité, c'est une vision qui est à mon avis fausse, parce que simplement, si demain l'euro se numérise, en fait, l'euro reste l'euro. Qu'il soit sur format papier, sur format électronique ou sur format numérique, ça va être encore gardé, contrôlé, centralisé. D'un autre côté, on a l'émergence de monnaies privées, numérique, donc c'est le Libra de Facebook qui d'ailleurs n'existe pas encore et à mon avis n'existera probablement jamais de la façon dont il a été annoncé, mais d'autres entreprises pourront en créer. Amazon pourrait avoir tout intérêt à en créer, puisque dans l'e-commerce ça fait encore plus sens que Facebook. Et enfin, dernier point du triangle, si je puis dire, il y a les monnaies numériques que j'appelle communes, puisqu'elles sont en fait indépendantes de tout État et de toute entreprise. Et là, on retrouve Bitcoin et Ether. Et donc, ces trois, c'est ça le terrain de jeu en fait de la monnaie de demain. Et c'est à partir de ça qu'il faut réfléchir. Et la question clé, c'est
quelle monnaie voulons-nous pour Internet? Est-ce qu'on veut une monnaie qui dépend d'entreprises? Est-ce qu'on veut une monnaie qui dépend de certains États? Ou est-ce qu'on veut des protocoles comme Internet lui-même qui n'appartiennent pas à certains États ou certaines entreprises, qui appartiennent à tout le monde et qui sont en fait finalement ouverts à tous et sur lesquels tout le monde peut accéder. Et alors, à un moment, dans les mouvements alternatifs, on parlait beaucoup de monnaie locale. Je ne sais pas si ça a quelconque lien avec ce dont on est en train de parler, mais se développaient dans des petites villes des monnaies. Est-ce que c'est un peu l'équivalent des monnaies privées de Facebook comme le Libra, mais à toute petite échelle? Alors, je pensais que vous alliez me dire, est-ce que c'est l'équivalent plutôt des monnaies communes? Parce que justement, les monnaies privées sont contrôlées par des corporations, comme on va dire, par Big Corp, alors que les initiatives de monnaie locale, justement, sont souvent des initiatives de monnaie citoyenne. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça peut ressembler à Bitcoin, Ether et ces monnaies communes? Alors, souvent, ce qui est dit, c'est Bitcoin, Ether, pas du tout, parce que ça tue la planète, ça consomme énormément d'énergie, c'est un coût écologique terrible. Mais simplement, la grande différence entre des monnaies locales et ces crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether, c'est que les monnaies locales, en fait, par définition, elles sont uniquement pour une certaine communauté. Or, les communautés, elles sont jamais en autarcie complète. Il y a toujours des liens avec l'extérieur. Et donc, je suis pas expert de ces sujets, mais de ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même extrêmement peu d'initiatives qui fonctionnent. Et je pense que dans le monde numérique, et c'est ça qui est important de voir, c'est que dans le monde numérique, c'est mondial par nature. On ne peut pas avoir de frontières, on ne peut pas créer de frontières, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que Bitcoin et Ether et d'autres, mais surtout celles-ci sont intéressantes. C'est que justement, ça contourne des frontières qui peuvent être problématiques. On voit l'inflation au Venezuela, en Argentine, dans certains pays africains, tout simplement parce que les politiques monétaires parfois sont ubuesques. Et donc pour les citoyens qui n'ont pas le choix, en fait, il y a une forme de loterie géographique. On est dans un pays et est-ce que ma politique monétaire elle est bien faite ou pas? Est-ce que mon gouvernement il est autoritaire ou pas? Jusqu'ici, il n'y avait pas d'alternative. Et bien maintenant, il y a une alternative. Une anecdote d'ailleurs pour finir cette première partie en lien avec ce que vous dites sur les gens qui contournent les frontières avec les crypto-monnaies. Au Venezuela, où l'inflation a atteint des niveaux absolument inédits et où l'argent n'a quasiment plus de valeur, il y a de plus en plus de gens qui essayent de gagner de l'argent sur des jeux en ligne, comme par exemple RuneScape ou Tibia. C'est du faux argent de jeux vidéo qu'ils échangent ensuite sur des plateformes intermédiaires contre des dollars ou des bitcoins. Sur RuneScape, par exemple, un bon joueur peut gagner 2 millions de pièces par heure et les échanger ensuite contre $1. C'est ça à peu près la valeur. À la fin du mois, du coup, certains arrivent à gagner entre 40 à 50 dollars seulement en jouant à des jeux vidéo, soit 8 fois le SMIC vénézuélien. Alors on parle à la base de gagner en ligne de l'argent qui n'est pas une vraie monnaie. Les acteurs traditionnels, grands acteurs, grandes banques, etc., vont dire c'est pas de la monnaie parce que ça remplit pas les conditions, c'est-à-dire c'est pas créé par des États, etc. Enfin, en réalité, ça c'est des certaines conceptions. À la fin des fins, si une monnaie c'est un consensus social, si un groupe de personnes considère que tel actif a de la valeur pour eux et veulent le conserver ou l'échanger, de facto c'est en train de devenir une monnaie. Une dernière question sur Libra, Clément. C'est quoi l'intérêt au fond de Facebook de créer Libra, à part celui qu'ils affichent, qui est de dire comme ça permet aux pays en voie de développement d'échanger de la monnaie plus facilement, etc. Il y a deux intentions peut-être cachées de Facebook, même si la première, tout le monde l'a bien compris. La première, c'est qu'ils pourront utiliser des données financières. Enfin, ils disent que non, mais en fait, en réalité, ils développent une application qui s'appelle Calibra, qui est le portefeuille pour utiliser les Libra. Et quand on regarde les petits astérisques sur Calibra, on se rend compte que pour l'utiliser, il y a souvent besoin de cocher les cases qui disent j'accepte que mes données soient utilisées. Et donc en fait, là on pourrait se dire oui certes, mais les banques ont déjà accès à ces données. Et en fait, c'est là le petit trick, c'est que Facebook a en parallèle les données sociales. Et donc s'ils décident d'utiliser les monnaies sociales plus les données financières, c'est une combinaison qui est inédite dans son ampleur. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour la personnalisation, marketing personnalisé, ça peut être extrêmement fort pour eux. Mais on est en train de se rendre compte plus on avance, plus les gens sont... il y a une prise de conscience, en fait, des enjeux de privacy. Donc, à voir ce qui se passe là-dessus. Et puis, à mon avis, il y a une deuxième intention qui a été extrêmement peu discutée. Facebook a aussi l'intention de travailler sur un nouveau business model. Le business model actuel de Facebook, c'est à 99% sur la publicité. C'est quand même un business model qui commence à être... je ne sais pas s'il est remis en cause, mais il y a de plus en plus de critiques, y compris des annonceurs d'ailleurs. C'est Procter & Gamble qui avait essayé pendant 6 mois de ne plus dépenser du tout en marketing digital. Ils étaient revenus en disant
zéro impact sur nos ventes. Le pouvoir de négociation, il n'est pas le même ensuite. Et à mon avis, le business model de Facebook, sur lequel ils veulent se placer, c'est celui des services financiers, ce qui n'a rien à voir. Et services financiers, c'est plus à la commission ou d'autres choses. Et là-dessus, ils entrent en concurrence en fait avec des grandes banques et aussi avec des acteurs asiatiques et chinois du type WeChat, etc. Donc là encore, c'est un autre terrain de jeu. Dont on parle pas encore énormément. On peut sortir de la logique actuelle du numérique grâce à la blockchain. C'est vous qui l'avez dit, peu ou prou. Est-ce que vous pouvez un peu développer, un petit peu développer cette phrase ? Alors en fait, je pense que j'ai plutôt dit ça peut changer l'économie numérique actuelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, c'est la façon dont le web fonctionne. N'importe qui veut créer une application aujourd'hui mobile doit demander l'accord de Google ou d'Apple, tout simplement pour être sur l'App Store ou sur le store de Google, et en fait pour pouvoir être utilisé. Et ça, en fait, c'est comme ça peut revenir à demander à son concurrent d'accepter que son entreprise existe. Ça, c'est un aspect. Il y a un certain nombre d'aspects qui sont assez importants. Par exemple, Internet a été créé sans identité numérique native, a été créé aussi sans monnaie numérique native. On se rend pas forcément compte, mais Facebook, par exemple, est entré dans la brèche sur l'identité. Donc, quand je dis pas d'identité numérique native, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on n'a pas une identité qu'on peut utiliser partout avec en fait le même mot de passe, le même compte partout sur la toile. Et donc, Facebook s'est engouffré dans la brèche avec Facebook Connect. Et donc, en fait, c'est une privatisation de l'identité. Donc, c'est pour ça que nous, on pense à toutes ces applis qui vous proposent de soit vous créer un compte, soit vous connecter via Facebook ou Google. Et c'est pour ça que nous, chez Blockchain Partner, on travaille sur la question de l'identité décentralisée. On est en lien avec la mairie de Paris et avec d'autres acteurs qui sont intéressés par ces questions pour que l'utilisateur retrouve le contrôle sur son identité numérique et sur ses données. Ça, c'est un grand enjeu. Et pour terminer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parle aussi beaucoup dans les médias de la blockchain et du Bitcoin comme des grands dépensiers en énergie. Vous disiez que vous aviez fait un rapport là-dessus pour débouquer un petit peu les idées reçues. Qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple dans ce rapport ? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a absolument aucun chiffre scientifique sur lesquels s'appuyer. Plus fondamentalement, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut distinguer consommation énergétique et impact écologique. Et je m'explique. Effectivement, Bitcoin, ça consomme énormément d'énergie. Ça, c'est clair. Des serveurs mais simplement, les mineurs, donc ceux qui valident les transactions, ils ont un intérêt économique à utiliser de l'électricité qui est la moins chère possible. Et l'électricité la moins chère possible, tout simplement, c'est celle qui est déjà produite et qui n'est pas utilisée. Donc, en fait, c'est du renouvelable. 70% de la consommation énergétique du Bitcoin provient d'énergie renouvelable. Rapport de CoinShare qui publie tous les trimestres ou tous les semestres. C'est bien montré, c'est surtout en Chine en fait. Et encore une fois, c'est parce que c'est d'électricité qui est de toute façon produite dans des barrages hydrauliques, etc. et qui n'est pas consommée. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut distinguer consommation et impact écologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un impact écologique, ça c'est sûr. Et la dernière chose à dire, c'est qu'en fait, en réalité, il faut le mettre en balance par rapport aux gains. Évidemment, si on considère que Bitcoin, les crypto-monnaies et blockchain n'ont pas vraiment d'intérêt, sont des gadgets, on ne peut que penser que leur consommation énergétique et leur impact écologique est superflu. C'est évident, et je comprends toutes ces opinions, parce que moi-même, si je n'y connaissais rien sur ce sujet, je me dirais, bon, ils sont gentils avec leurs joujoux, là, mais en attendant, on a l'urgence climatique. Voilà, c'est la question de à quoi ça sert, c'est quoi l'équilibre, en fait. Quels gains en utilité sociale viennent compenser ou non, d'ailleurs, le coût. Je pense que c'est essentiel qu'à l'heure où la monnaie se dématérialise et il y a un capitalisme de surveillance et une surveillance en fait, publique et privée qui se développe de plus en plus, c'est essentiel qu'on ait des monnaies numériques sur lesquelles on garde en fait notre confidentialité, sur lesquelles on garde notre contrôle. Et ça, c'est juste pour citer un des avantages. Je parlais tout à l'heure du web qui est cloisonné. Avec les crypto-monnaies, il y a l'émergence d'un web décentralisé où l'utilisateur reprend le contrôle sur sa vie numérique. Moi, je pense que c'est essentiel. On peut sortir d'une grande logique de surveillance, petit à petit, partie. C'est clairement une clé majeure là-dedans. Un grand merci Clément Jeannot pour la clarté de vos explications. On n'a même pas le temps d'écouter un petit peu de musique pour se dire...